Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va débriefer cette deuxième étape du Tour de France 2026. Il est un peu avant midi, voilà, avant que l'on ait la prise de direct. Mais j'ai tout simplement décidé de vous faire ce petit débrief, voilà, après une nouvelle journée de festival, je suis disponible chez moi. Et aujourd'hui 3 vidéos pour vous, le Tour en temps réel, cette étape-ci, et le débrief dans la soirée, peut-être à la mi-temps du match, ce soir on verra. Mais en tout cas, même si j'attendrai plutôt, je pense, du côté de cette étape entre Tarragone et Barcelona. Tarragone-Barcelone, 168 km 500. Étape qui a été assez intéressante. Déjà, quasiment 46 km/h de moyenne, 45 951. Mais étape très difficile, honnêtement. Ce qu'il faut quand même préciser déjà, bon, 32-33 degrés. Mais assez éreintante. On avait quand même un départ vraiment assez rapide aux alentours des 52 km/h. Une échappée qui c'est pas. La première attaque n'a pas été la bonne avec Baptiste Westrhofer, mais on a eu quelques enseignements sur cette étape-ci. Alors, comme je dis, la première échappée n'a pas été la bonne. On a eu un groupe qui s'est formé quelques kilomètres plus loin parce qu'on a eu plusieurs candidats à l'échappée et on a eu notamment Engelhardt, le champion d'Allemagne, avec Frank Vandenbroek et Moenard. Alors, qui sont allés à l'avant. Alors, forcément, du côté de la formation pique-nique post-tunnel avec Vandenbroek, on devait mettre des cours à l'avant. Et lui qui était à l'avant pour la deuxième fois lors d'une première étape du Tour de France, après celle d'Ilga 2 ans où il avait amené Romain Bardet jusqu'à la victoire en direction de Rimini. Et puis bien évidemment aussi on avait du coup forcément Molinard, lui qui est né au Pays-Bas mais qui a vécu à Gijón, tout simplement le coureur néerlandais de cette formation Caravelle, donc pas étonnant de le voir à l'avant, qui a fait une très très belle étape. J'ai pas vu qu'il était plus combatif, mais je pense que ça devait être lui. Pour moi, ça devait être. Pour moi, ça devait être lui qui était le plus combatif, honnêtement. En tout cas, il a pris le maillot à poids, ça c'est une certitude. Très très belle performance en l'occurrence de sa part. C'est vrai qu'on l'a vu très très bon durant toute l'étape. Le combatif pour moi c'est lui. Ouais, c'est Engelhardt. Mais j'avais un doute et après Engelhardt, c'est vrai qu'il n'est pas passé en tête du classement de la montagne, qu'ils avaient l'opportunité ni du sprint intermédiaire. J'avais oublié d'ailleurs qu'on a un changement de barème au maillot vert pour les sprints intermédiaires, parce que pour les sprints intermédiaires c'est 25 points et non plus 20 pour le premier. Ce qui peut changer aussi si un coureur comme Van Der Poel a envie d'aller à l'avant de la course et d'aller chercher un sprint intermédiaire. Mais petite particularité, autre chose à préciser, bien évidemment on parlera de cette étape 3, mais on parlera vraiment de l'organisation et de la problématique qu'il n'y ait pas de public et encore la décision est-ce qu'on a les garder l'étape ou non. Ça on en parlera plus dans le débrief ce soir. Mais étape qui était vraiment assez intéressante, même si il y a une particularité, c'est que forcément divisé en deux parties, vraiment 85 bandes toutes plates quasiment, si on avait un peu de relief, mais vraiment le long de la mer avant d'entamer la côte de Bègue. Bah, on a eu plusieurs, comme j'ai dit, échappées avec Engelhardt qui a pris le dossard de la combativité, mais c'était le premier attaquant, enfin en tout cas celui qui a créé cette échappée-là, celui qui a le plus résisté avec Molinard. Molinard, vraiment, c'est assez intéressant pour cette équipe qui montre le maillot et surtout qui est digne de l'invitation qu'ils ont reçue d'Alessio, en tout cas de se montrer à l'avant de la course. Dès le premier jour, en allant chercher 5 points au classement de la montagne, il est leader de ce classement-ci. Pour le moment. D'ailleurs, oui, du côté de France Télé, on nous a dit qu'avec la victoire lors du chrono par équipe, c'était la formation Visma qui était en tête du classement par équipe alors que c'était totalement faux. Ils m'ont même piégé parce que quand je commentais, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que les dossards jaunes étaient pour la Ineos, sachant que tu avais à 38 secondes au général Tobias Foss et Vauquelin qui était un peu plus de 10 minutes, et sachant que Jorgensen, le troisième de sa formation, était à plus de 2 minutes. Mais également pas mal d'enseignements à tirer de cette étape-ci. Déjà, le magnifique coup tactique de cette formation UAE. Alors déjà, Deto qui, tout simplement, sa voiture ne l'avait pas vu à un moment. Ce qui a créé quand même pas de l'inquiétude parce que il a été légèrement agacé à un moment, mais il est quand même revenu assez rapidement. Ce qui nous a également permis de voir la file des voitures, de suivre cette remontée, comment s'était organisée cette file des voitures et dans tous les sens pour dépasser. La file des voitures qui aurait pu amener au sol Paul Sexas après son problème mécanique où il a eu un problème d'oreillette dans la journée, il a expliqué. C'est vrai qu'il revient un peu seul à un moment avec Paripan qui était à ses côtés, mais il y a surtout la voiture de direction de course qui était derrière celle de la formation Total Energy qui dépannait un corps, je crois que c'était tête de lettre. Mais elle était comme ça, elle voulait dépasser, elle a dû se rebiffer juste derrière à un moment parce que tout simplement, c'est que ça arrivait assez rapidement, ça aurait pu l'amener à la chute sur cette étape-ci. Surtout pas mal de nervosité forcément, un peloton qui a amené un train d'enfer. On a une essoreuse dans les premières ascensions, notamment de Montjuic, on a perdu beaucoup de corps. Julien Latifi distancé, mais Julien, on savait que c'était compliqué pour lui en termes d'énergie.
et d'état de forme. Il n'a pas pu anticiper, mais voilà, Tour de France très compliqué pour lui. On a perdu assez rapidement beaucoup de quoi. Il y a eu un point mécanique pour Romain Grégoire, ce qui faisait qu'on le voyait moins dans la première ascension, même s'il était là. Paul Sexas qui a dû surtout remonter avec l'aide de ses coéquipiers, certes, mais surtout en réalité, il a dû faire beaucoup d'efforts, ce qui a peut-être pu l'handicaper dans le final parce qu'il a dû monter forcément à un gros train la première ascension, tout simplement, du château de Montjuic. À un moment, il était 60e puis 30e au sommet. Il était bien positionné, tout comme Lenny Martinez. On aurait pu avoir peur pour lui, mais il a plutôt bien pu gérer son effort, Lenny Martinez. On a eu beaucoup de rythme imposé par la formation Q36.5, cette formation Q36.5. Au final, on a un Pidcock qui finit 10e et dans la cassure avec Sexas au cercle, mais on a eu aussi Vacek qui a beaucoup roulé pour la formation et Mats Pedersen également pour la Lidl Trek. Bon, on a Skelmos qui finit 5e à 3 secondes. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on a cette équipe vraiment de la formation Pinerolo qui a énormément roulé. Mais Pidcock s'est retrouvé très seul à un moment. Il n'avait peut-être plus qu'un coéquipier qui s'écarte, peut-être avant-dernier passage, voire dernier passage du Château de Montjuic, je crois, avant-dernier passage. Mais Pidcock était souvent mal positionné. Et lui, qui est effectivement l'un des meilleurs descendeurs du peloton, c'est vrai qu'il était assez mal placé. Il n'a pas pu faire l'effort dans la descente pour venir. Et le coup tactique de la UAE, quand on voit Pogacar discuter avec Del Toro, je me suis dit que ça pouvait être deux choses. Soit Del Toro qui pouvait lancer le sprint pour Pogacar, mais aussi une deuxième chose, c'était que Pogacar aurait pu attaquer dans le château de Montjuic, forcément Vingegaard comme un sparadrap l'aurait suivi, et du coup Del Toro aurait pu contrer là, ça aurait pu être posé un problème tout simplement pour Vingegaard de devoir suivre les deux. Au final, très beaucoup, parce que déjà, Carapaz, belle attaque qu'il a fait, surtout Richard Carapaz, cette accélération-ci a été très intéressante, forcément au sommet de Montjuic, le moment où tout le monde avait besoin de souffler, même si on avait eu une première accélération de Johannessen sur le sommet, mais très intéressant. En fait, Carapaz, on a dû faire l'effort du côté Del Toro, mais magnifique descente de Del Toro qui te fait un extérieur digne de la Formule 1 avec la victoire de Charles Leclerc hier, mais digne d'un pilote de Formule 1, cet extérieur magnifique qu'il a pu produire. Et justement, il a pu avoir une cassure de 2 mètres d'avance, et cette cassure, forcément, Vingegaard a dû réagir, mais avec ce décalage-là. Et puis Vingegaard, c'est pas son terrain de base, il a eu du mal à revenir, et Pogacar était en contrôle. Pogacar laisse la victoire Del Toro. Si on a vu le retour de Remco ou de Vingegaard qui, sur cette cassure, a bouché, qui leur dépense beaucoup d'énergie alors que Pogacar est bien viré avec Del Toro. Et surtout que Vingegaard n'a pas réellement une énorme. Enfin, il a du punch, mais il n'a pas cette explosivité, cette giclette qui aurait pu lui permettre de revenir. Forcément, Pogacar il était en contrôle. Comme il aurait voulu laisser la victoire à Pellizzeri sur le Giro il y a 2 ans, mais bon, Martinez revenait donc il a dû faire l'effort. Là, c'était la même chose. Il voyait que ça n'en venait pas réellement derrière, donc avec cette facilité, il a pu offrir cette magnifique victoire à son coéquipier Del Toro, premier Mexicain depuis 90 à gagner une étape sur le Tour de France. J'avais pas du tout en tête le dernier Mexicain qui s'était imposé. Pour moi, au tout début, dans mes commentaires, je fais une erreur où je dis que c'est peut-être le premier Mexicain qui s'impose. Et après, je me rectifie en disant 21e siècle. Et c'est bien Alcala qui s'était imposé à ce moment-ci. Mais premier Mexicain au 21e siècle, ça aurait pu lancer une énorme journée du côté du Mexique parce qu'il y avait la 8ème de finale de Coupe du Monde qui perdent malheureusement pour eux. Mais grosse étape honnêtement pour Del Toro qui a vraiment eu ce génie tactique. Vraiment du côté de la UAE, on était en gestion. Énorme travail de McNulty surtout. Parce qu'on a vu Polite et Vermeer rouler, mais pas, moins gros Schartner. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé ce que McNulty a été capable de produire sur cette étape-ci, oui. Du côté de Brandon McNulty, j'ai énormément aimé ce qu'il a été capable de faire. Il a fait quasiment 2 tours, si ce n'est plus, pour rouler aux côtés de Tadej Pogacar. On a quasiment pas vu Wellens aussi. Enfin, on l'a peut-être un petit peu vu à un moment, mais c'est vrai que on était vraiment à 4 pendant longtemps. Et déjà dans le premier passage de Montjuic, on voyait Del Toro un peu plus loin avec Brandon, avec Adam Yates. Adam Yates a lancé et a roulé dans la dernière ascension de Montjuic. On a également vu quand même Tish Benoît rouler, mais à l'oreillette. Voilà, Paul Sexas expliquait, voilà, j'ai eu un problème d'oreillette, il a roulé à bloc et moi j'essaie d'en garder l'énergie. Ce qu'il a fait, mais voilà, il bascule peut-être trop loin pour lui. Un seul abandon aussi, comme on l'a dit hier, c'était tout simplement le fait qu'il ne prenait pas le départ en ce qui concerne Clément Berthet. Un peu de monde à l'arrivée d'ailleurs, alors qu'on a dit qu'il n'y avait pas de public aujourd'hui sur la partie française. Ouais, non, vraiment très beau numéro de Del Toro. On a quand même Remco Evenepoel qui est en jambe parce qu'il était toujours bien positionné. Il remonte dans les derniers mètres alors qu'on sait que Remco, c'est peut-être pas le corps le plus allé sur un vélo à certains moments. Mais certes, c'est le plus aéro, mais peut-être qu'en termes d'agilité, c'est pas le meilleur. Il remonte quand même très bien dans la descente. Lipovic finit à 10 secondes avec Baudin. Mais c'est pas surprenant parce que déjà il était dans la dernière position. Ce groupe d'une quinzaine de coureurs. Kyle Uttebrook qui perd 27 secondes aussi. Mais
Aresman en perd 47. Il est derrière Tobias Foss d'ailleurs, hein, côté de la Sana. Higuita en perd 43. J'ai trouvé, bon, Gégat qui perd une minute. Peut-être pour échapper de demain. Arambourou perd un peu de temps, tout comme Para. Bernal aussi, hein, qui a montré des limites, tout comme Van Der Poel. Mais Van Der Poel, pour moi, c'était trop dur pour lui cette étape-ci. Hindley a montré des limites et a été distancé également. Bon, McNulty, voilà, Richie qui perd 5 minutes. Mais pour moi, c'est quand même. Bon, déjà, le problème aussi avec le drapeau colombien qui fait que il se retrouve quasiment tout seul pendant longtemps pour le problème de Paché Romain Grégoire. Qui lui aussi, il a dit, hein, il était mal positionné au niveau de la descente. Il aurait dû peut-être mieux lire à ce moment-là, il est vrai. Et. Pourtant, il était fort, mais il se prend une légère cassure. Là, il finit 7ème. Le problème, c'est qu'il y aura peut-être l'étape de demain qui pourra lui convenir, mais il y avait peu d'opportunités. Vraiment, il avait à cœur de gagner aujourd'hui. Alors, peut-être que ce problème tactique fera qu'il sera dans une énorme condition mardi pour lui. Lenny Marquez, 8ème, c'était peut-être pas le type de pourcentage qui pouvait convenir à 100% pour lui. Il aime peut-être des pourcentages un petit peu plus durs. C'est que ça soit la 9ème, c'est quand même une bonne place. Il perd 3 secondes. Voilà, forcément, c'est pas ce qu'il aura le plus préféré. Si ça joue entre favoris aujourd'hui, j'aimerais beaucoup une victoire de Paul Sexas. Mais Remco très fort, Vingegaard, c'est vrai qu'il a eu peut-être moins cette explosivité là dans le dernier mètre. Alors comme on l'a dit, c'est pas son profil. Si Johannessen, très belle place, 6ème pour lui. Scalmos qui revenait fort aussi dans le final. Tiberi par contre lui perd 5 minutes. On savait que Tiberi honnêtement ça n'allait pas le faire pour lui. Depuis le début de cette saison, hein, depuis l'UAE Tour, c'est très compliqué. On a dit l'UAE Tour, voilà, pour Tiberi c'est deuxième. Non, j'essaie juste de voir ce que Prudhomme expliquait. Par contre du côté de la Visma Leasebach, donc déjà je parlais de Tiberi, mais Tiberi c'est pas étonnant au vu de cette saison parce que c'est 42ème à Tirreno. Alors il fait 4 tours de la Communauté de Valence et 2 à l'UAE Tour avec une victoire d'étape, mais après 3ème à l'Eguelia, mais Tirreno 42, Pays Basque il abandonne mais il était 77ème au général, 27ème sur le Tour de Romandie et 37 au Tour de Suisse. Ça a été assez compliqué pour Antonio Tiberi honnêtement pour lui. Depuis le début de cette... enfin depuis plusieurs mois c'est assez compliqué en termes d'état de forme pour Tiberi. Donc moi c'est pas une surprise de le voir distancer assez loin. Je dirais quand même, ça devait être Quinten Hermans qui s'était écarté pour la Pinerolo. Quinten Hermans, ancien deuxième de Liège-Bastogne-Liège en 2022. J'avais un doute si c'était pas troisième sur cette course là, mais c'était Van Aert qui a fait 3. Ce que je veux également citer, Van Der Regis qui perd quand même pas mal de temps aussi. Mais surtout Kevin Vauquelin. Mais j'ai trouvé un Vauquelin, alors ça, il y a eu 2 crevaisons pour lui depuis le début du tour. Mais la deuxième crevaison, c'était aujourd'hui au bout de 10 km de course. Moi, ce que je veux vraiment citer, c'est quand même la crevaison. Enfin, c'est surtout le fait qu'on savait qu'il était peut-être pas tant en bonne condition que ça. Alors, certes, il avait un virus, c'est la fin du Tour inondable qui fait qu'il est pas là au championnat de France. Mais vraiment, Kevin Vauquelin, j'ai trouvé que c'était compliqué pour lui. Alors, est-ce qu'il perd du temps? Voilà, il a essayé de s'accrocher. Peut-être qu'on peut dire le fait qu'il savait qu'il allait perdre du temps. Est-ce que c'était pas aussi pour s'économiser pour des étapes de baroudeur, pour des victoires d'étape? Parce que côté Ineos, on sait que au général, ça va être plus que difficile. Mais je dirais, ouais, Kevin Vauquelin, j'ai pas trop. Ouais, je trouve que c'est pas une surprise qu'il perde beaucoup de temps. Mais dès la première difficulté quasiment du jour, enfin vraiment la première ascension était déjà en difficulté. Il finit avec un Armira qui a été l'un des meilleurs coéquipiers de la Visma. Alors il y avait encore Jorgensen dans le final, les deux se sont relevés. Par contre, cette course, on l'a très peu vu aujourd'hui. Alors est-ce que c'était du coaching? Il finit quand même avec Vauquelin et Armira, mais est-ce que c'était du coaching de se dire, ok, tu te relèves un peu plus après déjà les efforts que tu avais sur le Giro, mais pour que tu sois au top en troisième semaine, en termes d'énergie peut-être, même si tu as un grand tour déjà dans les jambes. Luke Plap finit assez loin, mais même du côté de la Djeko, on n'a quasiment pas existé, donc c'était pas une surprise de les voir à l'avant parce que O'Connor était très très loin. Et Ben O'Connor, hier, il finit combien de O'Connor d'ailleurs, si je le trouve? Ben O'Connor, il doit finir assez loin. Il finit 40ème à 5 minutes 30. Mais c'est vrai que du côté de Djeko, on n'a même pas vu Mauro Schmidt, qui est le meilleur de cette équipe depuis le début de la saison. Alors est-ce qu'il se réserve pour 2-3 autres étapes de baroudeur, mais pour une étape de puncher, c'est étonnant de ne pas le voir aux avant-postes. J'ai beaucoup aimé ce que Piganzoli a pu faire. En tout cas, Piganzoli, dans le rôle d'équipier de Nidor, ça a vraiment été le dernier lieutenant à ses côtés, même plus que Jorgensen au final. Du côté d'Alex Baudin, ça aurait pu lui convenir. C'est vrai qu'il finit à une dizaine de secondes, mais Alex Baudin en condition. Si Ben Eli, alors est-ce que Eli se réserve aussi pour les étapes de baroudeur? Peut-être aujourd'hui, mais c'est avec Ben Eli assez compliqué. 107ème à 12 minutes hier. Il finit derrière Julien Lafilippe qui a une étape vraiment compliquée. Julien, alors Aurélien et Valentin finissent loin. Mais Valentin va pas jouera les étapes et Valentin pardon et Aurélien sera équipier de luxe. Mais Julien a un peu moins de 12 minutes, vous voyez 91ème, c'était assez compliqué pour Julien Philippe, il n'arrive pas vraiment à retrouver de rythme depuis le début de la saison, il est vraiment en difficulté, il n'a même pas pu réellement anticiper. Donc ça c'est assez compliqué pour Julien. Carapace vraiment est assez intéressant. Van Wilder, bonne condition aussi, lui qui joue le général, il était encore là présent dans les 15 derniers.
Pogacar lui portera le maillot. Non, c'est Molinard qui portera le maillot vert par procuration. Non, celui qui portera le maillot vert, oui, c'est Del Toro. Pogacar revient à 6 secondes vu que Vingord n'a pas pris de bonif. Il a plus réellement de matelas. Il pourrait le perdre aujourd'hui si Pogacar s'impose et que lui ne prend pas de bonification. Ou si Pogacar finit deuxième, il serait dans le même temps. Mais je pense que Vingord le gardera peut-être. Mais avant qu'on le donne à une échappée sur cette étape-ci. Parce que des Pyrénées un peu escamotés. Mais Del Toro maillot vert. Il porte le maillot blanc, mais il sera toujours par procuration par un œil. On a une belle bagarre pour ce classement-ci. Il faut le dire, avec la question 3 secondes, plus les 10 secondes de bonification, Del Toro prend ce maillot. Ce duel Del Toro, Ayuso, Sexas, qui est plutôt bien. Même Lenny Martin a très peu perdu de temps depuis le début. La meilleure équipe, c'est la UAE. Aussi qu'il faudra apprécier. Classement de la montagne, on l'a dit, Molinard 5 points pour lui, qui pourrait être à l'avant, peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, ils ont dit que ceux qui étaient invités VIP seront rapatriés en Espagne s'ils le souhaitent aujourd'hui. Mais le public n'est pas invité à être sur le Tour de France et c'est un peu dans l'illégalité, ils l'ont dit, parce qu'il y a un arrêté préfectoral. Mais étape qui est intéressante dans la dernière partie, c'est vrai. Beaucoup d'intensité, mais circuit avec un peu de plat, c'est vrai, peut-être plus que sur le Tour de Catalogne. Mais en tout cas, on avait vraiment beaucoup de virages aussi dans ce circuit-là. C'était une des particularités. Enchaînement de virages, ça je viens de le dire, mais également peut-être un peu plus de plat, mais si on avait une remontée à un moment dans la fin du circuit. Beaucoup de public également, ça il fallait le préciser. Mais ouais, c'est assez dommage pour Romain Grégoire de être mal positionné. Après, il a basculé plus dans les dernières positions au sommet de la dernière difficulté. Donc forcément, ça sur le Tour de Suisse, il finit à quelques secondes, mais il y avait plus de transition pour venir avec la descente. Là, c'était plus difficile pour lui. Mais Pidcock est un peu déçu parce qu'il a roulé toute la journée. Et c'est vrai qu'à peine dixième pour cette formation-ci, je pense que c'est pas le résultat que l'on souhaitait quand on roule beaucoup. Mais Pidcock, qui en termes de body language, voilà, en langage corporel, j'ai trouvé assez loin dans les derniers passages de Montjuic. Même si c'est de revenir après, voilà, c'est un groupe de 15, ils sont 16 coureurs à finir à 10 secondes. Vraiment, avant le groupe Heutebroek qui finit à 27 secondes, qui raccumule encore tout simplement du retard depuis le début de ce Tour de France. Mais Johannessen montre qu'il est en bonne condition et il a été le seul qui a réellement voulu attaquer avec Carapace aujourd'hui. Donc vraiment, fallait quand même souligner cette performance-ci, en l'occurrence du côté du Norvégien. Je vais pas dire qu'on reste un peu sur notre fin. C'est vrai que contrairement à Boulogne-sur-Mer l'an dernier, sur un parcours qui était peut-être moins difficile, mais on a vu des attaques de Vauclin suivies par Jorgensen, mais Jorgensen qui ne relayait pas. Là, c'est vrai que ça s'est fait à la pédale, mais c'est surtout vraiment ce coup tactique et finalement, ça a peut-être. Comment on peut expliquer ça? En tout cas, c'est vrai que ça a étonné peut-être beaucoup de voir tout simplement Pogacar laisser la victoire Del Toro, mais aussi ça peut être pour de la confiance forcément, pour l'équipe donner une bonne dynamique et puis surtout permettre à un équipier qui a, sur ce Tour de France de pouvoir gagner. On se souvient de la victoire de Adamiel sur la première étape où il part dans descente avec son frère. Là, ça peut faire penser à cela. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont une très très belle entente, même ne serait-ce que quand il le porte à l'arrivée. Vraiment, bon, Vingord qui est venu le féliciter, mais Pogacar et Vingord se sont félicités eux-mêmes. Mais je veux dire, voilà, forcément, c'est de la courtoisie entre deux. Mais j'ai énormément apprécié ce qu'il a pu produire hier. Del Toro, vraiment, un excellent course, on le savait. C'est un deuxième du Giro, il a gagné toutes les courses par étapes pour le Tour qu'il a terminé cette saison. Alors il abandonne avec une déchirure musculaire l'étape, enfin le Tour du Pays Basque, mais cette saison c'est quand même vainqueur à l'UAE Tour, vainqueur à Tirreno Adriatico, vainqueur au Tour Vagnon-Alpes avec 2 étapes sur le Tour Vagnon-Alpes. Sur Tirreno il en remporte une et 2 victoires d'étape sur l'UAE Tour avec la première aussi. C'est le seul qui n'avait pas pu choisir son horaire de départ sur cette étape-ci. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo, on va peut-être terminer ce débrief là. Mais ouais, côté Net Compagninos, on a un peu tous volé en éclats quand même. On n'a plus personne du côté général. Van Nedved a pu suivre aussi, Van Nedved qui est encore présent, c'est que Deli, c'est compliqué pour lui, on savait qu'il était malade, il a énormément souffert. Il finit à plus de 18 minutes avec Baptiste Westrofer. Alors devant il y avait Kesbol et Olaf Koy aussi, mais on finit très loin pour cette formation-ci. Quasiment seul dans la campagne, forcément c'est pas une bonne chose quand on est sur un début de Tour de France, sachant qu'il y aura une étape d'aujourd'hui qui restera quand même difficile parce que c'est 3900 mètres de dénivelé positif. On s'attend à le voir souffrir honnêtement pour lui. Alors est-ce qu'on reverra l'avant Baptiste Westrofer, le sanglier de Fouet dans l'avant aujourd'hui? C'est une possibilité à voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao ciao.